Dernier retour aux alentours des stands animé manga de Japan Expo. Les 5 jours du salon sont tellement chargés qu'il est difficile de croiser tout le monde et d'avoir un aperçu global de tous les invités présents à Villepinte. Par exemple, il y avait Aramaki Shinji, réalisateur du récent film en 3D CG d'Albator chez Toei Animation. Il avait également réalisé par le passé 2 films d'Appleseed. Il présentait en avant-première Appleseed Alpha, le nouveau volet des aventures de Junan et de Briareos. On pouvait croiser également de manière inattendue l'immense producteur Maruyama Masao. Il était venu soutenir Kosaka Kitaro, l'invité d'honneur animé de cette année. Celui-ci a commencé sa carrière à la fin des années 70. Bercé par les œuvres de Matsumoto Leiji et de la première série de Gundam, il débute d'ailleurs sur la série Galaxy Express 39. Il croise la route de Takahata Isao et de Miyazaki Hayao alors que ceux-ci travaillent au studio O-Production. もともとそのOプロダクションは高畑さん、宮崎さんの仕事を請け負ってやっていたスタジオなのでやっぱり縁があったんですね。それで宮崎さんが独立されて風の谷のナウシカを作るということで僕はその宮崎さんの作品が好きだっていうのを会社も知ってたのでやってみるかということで初めてそこで宮崎さんと一緒に仕事しました。Une de ses références est la série de Miyazaki Conan Fils du Futur. Son émotion est donc de manière compréhensible des plus grandes quand il peut rejoindre l'équipe de Nausicaa. いやそれはやっぱり興奮しましたしそのドキドキするのと一緒にまた自分の力がその通用するのかどうかっていう、不安もあり本当になんていうんですかね複雑な心境で作画に参加しました。La première rencontre avec le maître ne fut pas forcément des plus évidentes. 僕は頃21で若かったんですね。宮崎さんはやっぱりその経験の浅いスタッフを仕事に入れるのには少し抵抗があったようです。なので僕を見た時にはちょっと若すぎるっていうのでちょっとなんか警戒されてるような感じがありましたね。Après Nausicaa, il continue de travailler sur des projets d'exception. En 88, durant la même année, il participe à 2 films qui marquent l'histoire du film d'animation, Akira et Le Tombeau des Lucioles, 2 films que tout sépare aux yeux du public, mais pas pour lui. そうですね。蛍の墓が終わってからアキラに入ったと思うんですけども、僕の中ではそんなに2つの作品が違うものだとは思わないですね。例えば他のアニメーションっていうのは結構デフォルメされた動きだったりとかその中抜きされた同じですけどそのパカパカ動くちょっと漫画っぽい動きのアニメーションがあると思うんですけどもその蛍の墓もアキラもリアルな芝居を要求されたので僕の中では同じカテゴリーの中にあります。Sur Akira, une équipe d'exception est menée par Otomo Katsuhiro. Ce fut l'occasion de créer de nombreux liens. Par exemple, avec le réalisateur, avec qui il partage la passion du cyclisme. Une passion qui s'exprimera en 2003 à travers le film Nasu, un été andalou. Sur Akira, il a pu se charger de quelques scènes emblématiques du film. 僕がアキラに入ったのはもう後半の方だったのでラストの方でちょっと参加させていただきましたね。暴走する前ですね。病院にいて割れた瓶で足で割れた瓶を踏むシーンだとかをちょっとやりましたね。あとはそのラストシーンですね。もう鉄道が光になってしまって金田が手で押さえるようなそういうシーンをやりました。鉄道。Tout au long de sa carrière, Kosaka Kitaro a pu travailler avec les plus grands et occuper des postes très importants sur plusieurs films du studio Ghibli. Il connaît aussi bien la manière de travailler de Miyazaki que celle de Takahata, tous les deux très différentes. 宮崎さんはやはりご自身絵を描かれるのでそういう意味ではなんていうんですかねやりたいことが明確ですね。だけどもその宮崎さんそのものはテーマだとかストーリーだとかよりはその表現を重視するのでそういうところでその宮崎さんの注文に応えなきゃいけないっていう大変さがあるのとで逆に高畑さんはそのテーマストーリーがまず大事なんですね。でそこをちゃんと熟知してそれを踏まえた上で芝居をつけるっていうその難しさそういう極端な2人の違いっていうのはありますけども結局はうまく描くっていうのが大事なので。
Le studio Ghibli possède un système de fonctionnement très particulier, lui permettant de produire des films d'une grande qualité. まあ、そのスタジオジブリは特にその総合力が高いので、必ずしもそのアニメーターとかその背景を描く人だとかその色を指定する人たちが、そのトップクラスですけども、さらにそこの各々のセクションのレベルが高くって、なおかつその他の部署の足りない部分も補完するような仕事ぶりなので、なかなかちょっと他のスタジオでは真似できないクオリティになっていると思います。Le studio est entré dans la promotion de son prochain film Omoide no Marni, réalisé par Yonebayashi Hiromasa. À n'en pas douter, une des questions qui doit lui être le plus fréquemment posée, c'est de savoir comment il envisage le futur de Ghibli. なんか先日アヌシーって高畑さんが招待されて、最後の作品だそうですねという質問に激怒されたそうですけどもそれは宮崎さんもまだわからないですね。とりあえずやっぱりお年ですし、ものすごく一本映画を作るっていうのは体力がいることなので、今は休んでいるんだと思うんですけども、仮にその宮崎さんが本当に第一線を引いてしまうとなると、そのジブリもすごくその会社組織が大きくなってしまったので、宮崎さんがいて初めて成立するビジネスモデルだったんですね。だから他の監督だとどうしてもその収益が上がらないと、そうなるとやっぱりちょっと規模を縮小していくっていうことになるんじゃないでしょうかね。Il a régulièrement collaboré avec le studio Ghibli, même s'il peut travailler sur bien d'autres œuvres. このジャパンエキスポが終わって日本に帰ったら、細田守さんのなんだっけな、次の劇場作品を原画でちょっと手伝わせていただきます。それをしながら、ちょっと自分の企画も温めつつ頑張っていこうかなと思ってます。はい。Laissons Monsieur Kosaka repartir vers de nouveaux projets et terminons notre tour des stands animé manga de Japan Expo Cru 2014. Parmi les éditeurs discrets mais qui arrivent à se débrouiller malgré tout, Doki Doki était cette année un des rares participants à avoir augmenté la surface de son stand. L'éditeur y présentait notamment le nouveau space opéra de l'auteur du Bell Blatt, Zelfie. Le best-seller habituel du catalogue Doki Doki, Sunken Rock, était comme d'habitude présent en force chez eux. Le manga musclé dessiné par le coréen Boichi, mais édité au Japon, reste une valeur sûre pour eux. A été créé en 2006 et avait connu un premier Japan Expo assez rock'n'roll. On a fait le premier Japan Expo 2 mois après notre création. On a un petit stand de 2 mètres carrés, on avait 3 bouquins qui se battaient en duel. Et là on voit vraiment le changement par rapport à cette époque. Une des particularités qu'on a sur le stand de Doki Doki, c'est que nos vendeurs sont aussi nos traducteurs pour la plupart. Et ça c'est vraiment génial parce que déjà on se retrouve comme une famille, tous ensemble. Et puis ça permet aussi aux traducteurs de rencontrer directement les lecteurs de ce qu'ils font. Et je pense qu'il ressort avec un surcroît de motivation parce qu'il reçoit tellement de compliments et d'ondes positives. Le traducteur, une personne rarement mise en lumière. C'est l'occasion ou jamais d'en savoir un peu plus sur son travail. Je suis traducteur de japonais vers le français bien évidemment et je travaille essentiellement sur la traduction de manga pour plusieurs éditeurs et je fais aussi du sous-titrage de dessins animés, d'animés. Alors j'ai commencé chez Doki ça fait 8 ans déjà, j'ai fait quelques petites séries. En ce moment la série qui marche fort et sur laquelle j'ai travaillé c'est Zelfie qui est juste derrière moi. J'ai fait également la série des Tokyo Toy Box et Giga Tokyo Toy Box sur le monde du jeu vidéo. Et entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, Sacred Blacksmith, donc un truc d'Heroic Fantasy, une série d'Heroic Fantasy. Voilà. Pour traduire un manga, la méthode reste encore aujourd'hui des plus pragmatiques avec un support avant tout bien physique. C'est-à-dire qu'on prend le livre, on numérote chaque texte, chaque onomatopée. Et ensuite, on fait un document Word qui correspond exactement. Donc, page 30, il y a tant de textes, tant d'onomatopées, etc. Et les compétences nécessaires pour traduire les aventures de ses personnages préférés semblent évidentes également. Un simple rappel n'est pourtant jamais de refus. Pour les jeunes qui démarrent, je dirais que ce serait un petit peu plus difficile. Parce que justement, il y a déjà certains traducteurs qui ont pignon sur rue et qui connaissent très bien le monde de l'animé et du manga.
Mais il faut faire ses preuves. Et je dirais que le plus important, évidemment, c'est d'avoir un bon niveau de japonais, ça c'est indéniable, mais c'est pas seulement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un bon niveau de français. Enfin, vous allez découvrir la joie du Becherel, les délices des accords et de la concordance des temps, mais c'est pour la bonne cause. Un séjour prolongé au Japon est également une étape primordiale. Autre évidence, le traducteur est lui aussi assujetti aux évolutions du marché. Sans manga à traduire, pas de traducteur. Et maintenant, je travaille avec plus d'une dizaine, entre le manga et l'animé, plus d'une dizaine de clients différents, donc d'éditeurs différents. Donc ça, c'est une chance parce que je fais beaucoup de choses différentes. Donc je m'amuse bien, finalement, dans mon travail, ce qui est une chance. Mais on sent quand même qu'il y a beaucoup, voire peut-être beaucoup trop de titres qui sortent. Sans compter que si les habitudes des lecteurs et des spectateurs évoluent, les traducteurs doivent s'y adapter également. L'avenir de l'animé, c'est la diffusion sur le net. Et évidemment, les méthodes de travail vont changer. Donc là aussi, je pense que ça va devenir peut-être plus difficile pour les traducteurs. Parce qu'il faut travailler beaucoup plus vite, voilà, en J+1, ce genre de choses. Ça, c'est des grosses contraintes qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ça va aussi arriver pour le manga, parce qu'il va falloir suivre la sortie des chapitres. En J+, pas en J+1, j'espère, parce que là, ce sera quand même beaucoup. Enfin, ça sera pas beaucoup, justement. Mais je pense que les méthodes de travail vont être amenées à changer, et ce ne sera pas forcément plus évident. Donc je pense que c'est un travail qui va peut-être se compliquer, il y aura peut-être moins de liberté dans l'avenir. De plus grandes contraintes qui seront contrebalancées par un choix plus large de titres, une variété qui pourrait trouver refuge dans le dématérialisé. C'est justement le travail de l'éditeur de faire le tri dans tous ces titres, un travail qui demande de l'expérience. Alors en fait c'est un mélange d'expérience puisque depuis 2006 on a testé différents genres et on a vu aussi, on se crée un lectorat au fil des années. C'est un mélange aussi d'air du temps qu'il faut essayer de capter. Et puis c'est aussi bien sûr regarder énormément ce qui se fait au Japon et se demander est-ce que ça va marcher en France. Donc il faut aussi avoir une vision entre l'artistique et le commercial, donc c'est pas toujours évident, hein, c'est pas un succès garanti. Et sinon à proprement parler pour la sélection des titres, j'ai un collègue en fait, on est deux à diriger la collection, il habite au Japon et donc en fait il écume régulièrement les librairies, il reçoit les magazines, tout ça. Et il me fait des présélections et on en discute parce que le ressenti qu'il peut avoir au Japon est évidemment pas le même qu'en France. Et donc en fait petit à petit on arrive quand même à dégager des lignes principales et à fidéliser nos lecteurs en leur proposant des titres qui vont leur plaire. Malgré un secteur très compétitif et sans oublier les dures réalités économiques, Doki Doki, fidèle à son nom qui évoque le cœur qui bat la chamade, n'oublie pas son affect pour ses auteurs. Et surtout que le manga est avant tout une histoire de découverte et d'émotion. Chez Kurokawa, on célébrait la fin de Soul Eater, le titre d'Okubo Atsushi, qui avait débuté en 2004. L'éditeur commence lui aussi à avoir un certain nombre d'années au compteur. Alors Japan Expo fête ses 15 ans, Kurokawa fête ses 9 ans, donc l'année prochaine, c'est l'année de nos 10 ans, donc on va essayer de fêter ça en fanfare. Pour l'instant, on se concentre sur le Japan Expo d'aujourd'hui, mais voilà, pour l'année prochaine, je vais essayer de vous proposer un petit feu d'artifice pour fêter ça dignement. Kurokawa a été fondé en 2005 en lançant Full Metal Alchemist, l'année où le salon s'était mis en pause. Qu'à cela ne tienne, les premiers souvenirs de Japan Expo pour l'éditeur datent de 2006. Ça va forcément être celui de 2006, qui était assez particulier parce que c'était la première fois que j'y étais en tant qu'exposant, même si je l'avais déjà fait derrière une table, que ce soit pour Animeland ou pour France 5, en 2003-2004. Là, c'était la première fois que je vendais des choses de manière professionnelle, on va dire. Et le gros souvenir de Japan Expo 2006, je dirais que c'est le dimanche quand même, parce que le dimanche c'était la finale de la Coupe du Monde, France-Italie je crois, je m'intéresse pas du tout au foot, je suis désolé. Et du coup, dès 14-15 heures, les gens étaient partis, c'était vide, et on avait une grosse bouteille d'hélium. Donc avec les gens des autres stands, on passait notre temps à faire les cons, parce qu'il y avait quasiment plus personne sur le salon, on s'était quand même bien amusé. Cela n'empêche pas Kurokawa de continuer à avoir des titres très pointus. En même temps, l'éditeur cherche à toucher un public que ses concurrents n'ont pas forcément atteint. Donc j'avais essayé d'aller vers les gens plus âgés et les gens plus jeunes. Donc on a vraiment réussi parce que pour les gens plus âgés, donc on a sorti Jésus et Bouddha qui est un gros succès. Et pour les plus jeunes, donc on a sorti Inazuma Eleven et Pokémon qui sont des gros cartons, notamment Pokémon. On n'en avait plus hier, on a été obligé d'être relivré pour pouvoir tenir samedi et dimanche. Et surtout là où on est content, c'est que cette année on a réussi à sortir, pour les 15 ans de Pokémon en France, on a ressorti Pokémon La Grande Aventure,
qui était le manga légendaire qui était sorti il y a 15 ans. Il n'y avait jamais eu la fin, la trad était un peu aux fraises, les planches étaient à l'envers. Donc là voilà, on a réussi à le ressortir avec la bonne traduction officielle validée par la Pokémon Company et surtout il y a la fin. Et on a vu que ça cartonne auprès des enfants, certes, parce qu'on a voulu un produit qui n'était pas cher, donc il fait 500 pages, il est très très gros et il coûte que 10 €. Parce qu'on avait dans l'optique que les enfants allaient l'acheter, mais on voulait en même temps faire un beau livre pour les adultes nostalgiques qui avaient connu l'ancien manga et donc l'ancien jeu quand ils étaient plus jeunes. Et résultat, ça a cartonné chez les enfants et chez les adultes. Le nouveau titre seinen de l'éditeur, c'est Red Eye Sword Wakame ga Kill en japonais. Un manga qui a l'air séduisant et fera probablement parler de lui très prochainement. En gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tatsumi, qui habite dans un village très pauvre et qui se dit « je vais partir à la capitale, m'engager dans l'armée, devenir un héros de guerre et envoyer de l'argent pour sauver mon village ». Le problème, c'est qu'une fois qu'il arrive à la capitale, il se rend compte que le pouvoir est complètement corrompu, les hommes politiques sont tous des salauds, ils détournent l'argent pour leur profit. Et là, il va rencontrer des personnes qui font partie d'une organisation secrète, le Night Raid, dont la belle Akame fait partie. Et le Night Raid, qui c'est des assassins politiques qui essayent justement d'assassiner les traîtres à la nation pour essayer de redresser le pays. Kurokawa proposait également de nombreuses autres activités. Il continue à promouvoir le manga numérique avec une démonstration de lecture sur DS et maintenait toujours son partenariat entre le ministère de l'Agriculture et le manga Silver Spoon. Un peu plus loin, il était possible de retrouver le stand Akata. Un parcours atypique pour cet éditeur nommé par Dominique Verret. Si vous avez lu Video Girl Eye dans votre jeunesse, eh bien c'était déjà lui. C'est une longue histoire. Mon épouse et moi travaillons dans le manga depuis la création de Tonkam. Donc on a fait Tonkam Édition, librairie, import, toutes ces choses-là. Après on est parti chez Delcourt. De 2001 jusqu'à décembre 2013, on a été responsable éditorial de la collection manga des éditions Delcourt, à peu près 1000 bouquins. Et là on est reparti en indépendant sous le nom Édition Akata. Donc pour beaucoup de gens, Édition Akata c'est nouveau, mais en fait c'est très vieux dans l'histoire du manga. Après un tel parcours, l'éditeur se relance donc en indépendant, bien conscient des difficultés qu'il va rencontrer. Quand tu changes complètement de direction, tu reviens te présenter au lecteur dans une forme complètement différente, tu es obligé de surprendre pour exister. Donc on a toujours été sur le manga. Les nouveautés, c'est que maintenant on fait de la BD taïwanaise, on fait de la BD coréenne et aussi de la création, ce qu'on ne faisait pas avant, quoi. Il y a un mouvement, une vague qui est en train d'arriver, quoi. C'est cette génération de jeunes Français qui ont bouffé du manga et qui vont nous raconter des histoires différentes. Akata publie ainsi Les Torches d'Archilon du français Michael Almodovar. En ce qui concerne ses autres titres, l'éditeur choisit de défricher un genre effectivement peu connu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la volonté de continuer à surprendre à travers nos choix éditoriaux. Par exemple, cette année, on se fait remarquer parce qu'on a sorti une bande dessinée comme Moi jardinier citadin, qui est coréenne, qui parle du jardinage bio. L'agriculture, c'est un sujet complètement nouveau dans le manga. Après, on a fait Daisy, qui est un shoujo autour de Fukushima. Et on reviendra à la fin de l'année avec un one-shot seinen sur la première personne qui au Japon a fait les pommes bio. Donc ce qu'on amène de nouveau cette année et qu'on va développer les années suivantes, ce sont des mangas ou des BD asiatiques et pourquoi pas même françaises qui traiteront de sujets, on va dire, écologiques. Enfin, dernier manga présenté chez eux, Riku, un shonen très mec, moins lissé que les grosses productions du Shonen Jump. Dernier stand de notre panorama du manga et de l'animé à Japan Expo 2014, l'espace qui rassemblait Delcourt et les autres éditeurs qui lui sont rattachés. Le groupe Delcourt, comme tu le dis, c'est Delcourt, Soleil et Tonkam, donc c'est 3 labels manga différents. On a pas mal d'actualités cette année, sachant qu'en plus c'est les 20 ans de Tonkam, donc c'est vraiment une actualité forte pour nous. Pour les 20 ans, on a réédité par exemple chez Tonkam tous les Jojo Bizarre Aventure. Voilà, on a tout réimprimé, tout ce qu'on pouvait, donc c'est une grosse actualité forte. Chez Delcourt, on a Shoujo Relook, qui est un gros shoujo qui vient de sortir. Bien sûr, on a Switch Girl, on a Ascension, on a pas mal de choses importantes. Chez Soleil, on a une grosse truc, c'est Demon Prince, qui est un gros truc. On a un artbook Zelda cette année. Voilà, donc on a pas mal de choses. Et en plus de ça, on a des actualités franco-belges, un peu tirées vers le manga, avec Aurore, par exemple, qui fait l'affiche de Japan tous les ans, et qui vient de sortir 2 bouquins chez Soleil, qui est... avec Jean-Luc Sala, et un autre chez Delcourt qui s'appelle Arfang, qui est un truc qu'elle a imprimé qu'elle a fait. Donc voilà, pas mal d'actualités pour nous, en tout cas sur notre stand. Le rapprochement des 3 éditeurs permet donc d'offrir un catalogue fourni et apparemment une certaine stabilité.
Cela ne va pas sans une identité partagée entre les 3 éditeurs, qui devient plus floue pour le public adepte de manga. Au final, la journée supplémentaire de Japan Expo obligeait exposants et visiteurs à gérer leur planning d'une manière différente. Voilà, c'est plus fatigant parce qu'on travaille un peu plus longtemps. Par contre, c'est moins fatigant parce qu'on a des moins gros rushs à des moments donnés sur le jeudi à l'ouverture ou le samedi, les grosses journées. Mais après, sur le chiffre, voilà, il faudra voir avec les autres stands. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça se lisse en fait sur les 5 jours. On rajoute pas une journée supplémentaire. Il semble donc que le mercredi n'ait pas créé un nouveau mouvement de foule en rajoutant un afflux massif de visiteurs supplémentaires uniquement sur une journée. Il aura plutôt servi à réguler la venue des festivaliers dans l'ensemble. C'est donc après bien des rencontres, encore une fois, bien des invités et des expositions, que l'on se dit qu'on a fait à peu près le tour pour cette année. Plus qu'à attendre l'an prochain pour voir les tendances qui se dégagent. Puis l'année prochaine, on aura un jour de plus de Japan Expo pour parler avec tout le monde un peu plus tranquillement, donc ça devrait aller. Oh, wait!